Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. Benefits, we've already kicked nearly 275,000 illegal aliens off of the Social Security system. These are people, many of them have already left the country, and yet we were sending them checks all the time. Canada has a warning for Canadians. Pete Hoekstra says the way this country is responding to U.S. tariffs is threatening the future of our free trade agreement. Here is Hoekstra speaking to podcaster Jasmine Lane. Some of the retaliatory tariffs to the U.S. Are a huge irritant. We have protected the integrity of CUSMA. Okay, our negotiators have said we are not going to implement tariffs on any products that are covered under CUSMA. Canadians have said those guardrails are off. Canada is calling into question the future of CUSMA. It's not the United States of America. It's Canada. Working through that process, trying to figure out exactly how that looks. Some Canadian politicians have decided that they will attack the president personally. They will attack people on his economic team, his negotiating team. They will attack them personally, not on the policy, but them personally. Again, that is a Canadian decision. All we do is respond to it. What we are surprised about is why contracts continue to be signed with US companies when the trade war has been going on for months. Adding the contract is a clear violation of the government's own procurement policy, which bars U.S. companies from public contracts in response to the escalating tariff war. The government had already made an announcement saying they were going to prioritise Ontario businesses. Yet at the same time, a contract has just been awarded to a US company to build part of an Ontario hospital. Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. We're seeing advancements on the Russian side, especially in the recent weeks, but they've been relatively minimal. There is, one could say, a stalemate there. Both sides are losing a lot of men, a lot of equipment. That's Mario. Stop wasting my time. Stop lying to your audience. That's bullshit. Okay. The Russian losses have dropped to single digits. Think about that. 60, 90 days ago, they were double digits. Ukrainian losses are continuously horrific. So this is a nonsense that people are repeating on their way into this discussion with the Russians up in Alaska. You have no chance of coming to any sort of reasonable outcome when you have distortions on the strategic level of the kind that you've just outlined. That's absolutely false, completely wrong. Now, you're free to believe it, but I'm not going to sit here and listen to that nonsense because it's just not true. Now, you want to know what's going to happen? If Donald Trump walks into this meeting with the distorted view that you have just outlined, nothing happens. Absolutely nothing happens. And I don't think Donald Trump privately believes anything that you've just said. I think he knows the truth. God willing, we get peace. Are you open to holding an election in your country? Yes, of course. We are open for election, yes. We have to do safety circumstances, and a little bit we need to work in the parliament, because during the war you can't have elections, but we can do security. We need, maybe, how to say, we need a truth, yes, everywhere, in the battlefield, in the sky, and the sea, yeah, to make possible for people to do democratic, open, legal elections. So you say during the war you can't have elections. So let me just say 3.5 years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections? Oh, that's good. I wonder what the fake. You like this idea? Yeah. No. Speaking of news, Putin, but it's not.
And he didn't talk tough. He didn't do anything tough. Let's just be clear about that. He was acquiescent. He was expressing his admiration for Putin. Well, Jen, just looking at the optics, it's clear that Vladimir Putin felt very confident from the arrival in terms of how he was greeted. Again, an international pariah, a war criminal who was basically embraced by the President of the United States on a red carpet in the United States. So I think you could see on Putin's face, he felt very, very comfortable. And the fact that he was given a ride then in the presidential limousine, the Beast, I certainly hope the Secret Service has swept that vehicle very well in terms of any type of, small microchip that might have been put in the vehicle. You warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because of I don't think you need a ceasefire. If you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. And I know that it might be good to have, but I can also understand strategically why, one country or the other wouldn't want it. That's all we ask for is fairness with the media. Thank you all very much. Appreciate it. Thank you very much. Thank you for being so fair. Thank you very much. Thank you, Donald. All the time. But he loves it. He loves it. For he does it always. I never want to speak with my friend. He's a very good player, golfer, Yeah, I know. He went to college. But he says you always... Is that in process? Do you think there's a political revolution underway? Yes, I do. The Germans, remember, have been on the national apology tour for 80 years, apologizing to everyone in sight for all the terrible, evil things they did and for, quote unquote, starting the Second World War. The truth is the Germans did not start the Second World War. Everything that happened in Germany was a reaction to communism, Bolshevism in Russia, the emergence of Stalin's Russia, and the fear of communism and the mass murder programs in the Soviet Union in the interwar years. The Germans, and they're not the only ones, virtually all the Europeans were horrified by it. But, this is the phony narrative that was created that this happened exclusively in a vacuum, that Hitler woke up and decided to start a world war. So that's all misleading and fundamentally wrong. The Germans need to put an end to the apology tour. Perhaps they will, because it's gotten them into this position they are now. They are now a nation living on the precipice of poverty and destruction. Nous avons une mission. C'est une mission divine. Si c'est pas nous qui le fait, il y a personne qui va le faire. Aïe, aïe, aïe. This can't all be true. Every word. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan? Let's go. Come on, guys. Vous êtes en direct d'un podcast avec les deux personnes les plus bannies du Québec. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Quand j'ai annoncé la semaine passée l'accélérationnisme, Azatoth, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps.
entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les grosses torches, les princesses Disney et les Alphabet People. And it's called the Inquisition, the Witch Inquisition. Ben, des hordes de morts vivants submergent les rues. C'est ça une sorcière. C'est un cercle de sorcellerie niveau quand même 15. Quand on est rendu à faire des assassinats terroristes, c'est niveau 15. So we're restoring witch hunts and we're pursuing evil and chasing it out of the earth, chasing it out and identifying it, exposing it. Votre mission, si vous l'acceptez, reviriliser le Québec, exorciser les démons, chasser les sorcières, brûler la DPJ, réparer les femmes, ce Patsas s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. C'est là. Mes actes, l'auteur de ma vie, je remplis mes devoirs et pose les limites. Je suis engagé dans ma communauté, je suis le baron inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. Mais la mission virile, c'est plus que cela, c'est un combat contre les hordes de morts vivants sorcières. Une vision de la souveraineté déficiente, voire grotesque. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Je suis humain, je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions. Mettre des sorcières sur des bûchers. En tant qu'acteur du narratif du rugdisme débridé, j'agis comme un chasseur d'esclaves. Je suis un chasseur d'esclaves! Moi, j'ai lancé une croisade contre le modèle de virilité de Timothée Chalamet. Tu lui crisses une claque, sa gueule, et il recule comme une petite bitch. Plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. Comme le revenu. So very interesting discussion with Jan Rushdie this afternoon. That's always fun to talk with Jan Rushdie because he's a radical and he's the radical that Quebec would have needed. But I don't think even Jan can save Quebec. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rushdie, bienvenue en direct de la mission viriliste, épisode du 19 août 2025. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'art cosmique rencontre l'acte politique contemporaine dans un spectacle qui pourrait ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre combattre la censure sur Rumble, Substack, yanrushdie.com et TikTok. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Les manchettes de la Troisième Guerre mondiale et chronique économique. Ensuite de ça, Guérilla X et l'opposition contrôlée. Dans la francophonie, l'opposition contrôlée contre le rochdisme au nom de Jésus-Christ. Et les sorcières de la semaine, météo covidienne, si vous envoyez des super chats, très important de mettre un like. Supporter le rochdisme contre ces hordes de morts vivants, sorcières, succubes, démons et nécromanciens. Tout ne s'est pas passé comme prévu entre Poutine et Trump en Alaska, ce que révèlent des documents confidentiels oubliés dans une imprimante. Comme je vous avais dit, ce samedi, j'ai fait un débriefing de 50 minutes et j'ai été très rapide, très concis. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé,
dans ce sommet de l'Alaska. Premier d'une série. Donc, vous voyez ici en une image. Premièrement, c'est Alexander Dugin qui a partagé ça sur son compte officiel de Twitter. Et là, vous voyez qui a les cartes. Qui a les cartes? C'est la question de ce soir dans le sondage. Qui a les cartes? Qui a plus de cartes que les autres? Qui n'en a pas du tout? Donc, 3 positions différentes. Donc, tu as Zelensky qui n'a pas de cartes. Tu as Donald Trump qui a quelques cartes. Et tu as le tsar qui a pas mal de jokers. Pas mal de frimes, comme on dit au trou de cul. Donc, c'est ça la diplomatie. La diplomatie, tout se voit dans la gestuelle, les symboles. Trump, l'empereur Trump a dû faire sortir sa bonne femme pour essayer de faire pleurer le tsar. C'est juste pour vous dire à quel point Trump n'a pas autant de cartes qu'on pourrait croire. Comme un certain Alexis Cossette-Trudel le dit dans ses web journaux depuis 3 ans. Comme si Trump avait toutes les cartes du jeu dans sa main et qu'il jouait tout seul, même s'il n'était pas président. Donc, Melania Trump qui a envoyé une lettre officielle au tsar et elle demande de sauver les enfants ukrainiens. Sauvons les enfants ukrainiens. Donc, c'est le niveau de la diplomatie, sortir les bonnes femmes, les pleureuses pour faire pleurer le tsar. Un tsar, ça pleure pas. Ça défend les intérêts de sa nation, de son empire, l'empire russe, qui a une survivance de plusieurs siècles et qui souhaiterait atteindre son 2e millénaire. Donc, je ne suis pas le seul qui a aimé le t-shirt, le polo de Sergei Lavrov, chef de la diplomatie, ministre des Affaires étrangères du tsar, le t-shirt de l'Union soviétique, CCCP. Et Marco Rubio, donc, là, a aimé aussi le chandail. Et en jokant, on a... je sais pas si c'est vrai, mais il se pourrait que le chandail de Sergei Lavrov ait été envoyé à Marco Rubio. Et évidemment, comme il a été dit à la fin de la réaction, impérialisme! Impérialisme! C'est le retour des empires! Qui est dans les premiers analystes, commentateurs de géopolitique au Québec, qui vous a parlé du retour des empires? Ça fait juste depuis le début de la COVID que je fais une enquête historique sur c'est quoi un empire. Zelensky, qui, donc, avant le meeting d'hier à la Maison-Blanche, en premier tout seul avec l'empereur, et ensuite de ça avec les autres membres de l'Union européenne. Au début, il disait « C'est impossible, selon la Constitution, de donner des territoires. » De quel territoire on parle? On parle de la carte que l'empereur Trump a sortie pendant sa visite avec Zelensky. Une carte dont j'ai la photo ici. C'est une carte qui a fait le tour du monde parce que c'est le plus précis en zoomant puis tout qu'on peut voir. Ça risque d'être quoi? L'équivalent du partage de l'Ukraine comparable au partage de la Corée après la guerre de Corée de 1953. Donc, vous voyez Luhansk totalement rendu au tsar. Donetsk, à peu près le tiers qui va être gardé pour les Ukrainiens. Zaporizhia, à peu près le quart, le tiers. Et Kherson, à peu près le quart de la région laissée aux Ukrainiens. Il y a à peu près 1 ou 2 ou 3 agglomérations, parties de régions qui sont contestées dans ces négociations, ces pré-négociations, parce que là, après ça, c'est ça. Trump, il les a fait venir à son bureau pour leur expliquer c'était qui le boss.
Et ensuite de ça, on aurait accepté la carte. Zelensky voulait même la rapporter en Ukraine, la carte en question. Je ne sais pas si Trump va avoir suivi dans sa promesse. Mais donc, c'est ça. Partage de territoire. Trump qui recule sur le cessez-le-feu. L'Ukraine qui va retirer des troupes dans les territoires restants de Donetsk et Luhansk. La ligne de mêlée, la ligne d'engagement gelée dans l'oblast de Kherson et de Zaporizhia. Et donc, dans les zones les plus difficiles, soumis Kharkiv, qui vont être redonnés aux Ukrainiens. Et donc, ça risque d'être le deal. Le deal, on va redonner donc ces deux bouts-là de territoire pour convertir l'entièreté des provinces de Donetsk et Luhansk. Ensuite de ça, enlever des sanctions économiques, restarter l'économie russe, restarter la mondialisation qui a été stoppée depuis 3 ans. Ensuite de ça, l'Ukraine qui sera barrée de joindre l'OTAN. Des garanties de sécurité. Ça, on ne sait toujours pas c'est quoi, mais la négociation avec les partenaires européens sera combien de troupes vous êtes prêts à envoyer des casques bleus en Ukraine pour assurer la ligne, le partage, la démilitarisation. Et c'est ça. Parce que si Trump faut qu'il vende des soldats américains en sol russe, vous pouvez être certain que ça va être mal vu chez les MAGA, America First. Reconnaissance du statut de la langue russe et liberté religieuse de l'Église orthodoxe, ça c'est toujours dans les priorités du tsar. Donc, c'est ça, c'est le gros deal backroom qui va devoir en premier, donc il a passé hier à la Maison-Blanche avec Zelensky et les partenaires européens. Ensuite de ça, il va falloir que on monte premièrement à l'étape de la Commission européenne pour savoir combien les Européens vont être capables d'envoyer de troupes pour démilitariser et assurer la sécurité de l'Ukraine. Troisièmement, il va falloir que Trump commence les négociations trilatérales. Donc, il va refaire de la diplomatie avec le tsar, mais cette fois-ci, après la deuxième visite, troisième visite avec Zelensky, qui va être une rencontre trilatérale. Donc ça va être la deuxième prochaine visite. Troisième prochaine visite, rencontre quadrilatérale avec l'Union européenne qui va arriver avec son plan pour démilitariser la région. Donc avec le tsar, Zelensky, Trump et donc les représentants européens. Ça va être la finalité. Et là, il y a un petit fin finaux. Un leader européen qui a dit à Trump, laissez-nous 1 ou 2 mois pour discuter de ces futures rencontres-là entre nous. Et là, Trump il a dit, wow, minute papillon, là! Nous, on est prêts à signer demain, là! Le tsar, il veut vous rencontrer lundi prochain. Décaissez 1 mois, 2 mois. De quoi tu t'en vas en vacances en Italie puis au Portugal? Des Açores? C'est la Côte d'Azur? Qu'est-ce que tu fais là, style d'Européen communiste? C'est la guerre! Donc Trump qui a secoué les branches un petit peu. Calmez-vous! Venez, il faut que vous pensiez à ça là, à soir, demain, après-demain. Le temps compte! Si vous attendez 1 mois, c'est 40 000 morts! Puis vous avez entendu le colonel Douglas McGregor, il a dit chez les Russes, c'est rendu des morts par unité, moins d'une dizaine par, je sais pas si c'est par jour ou par mois qu'il disait, mais les Russes, ils ont presque plus de morts. L'avantage est total. Total. Guerre en Ukraine, Macron, Merz, des dirigeants européens se joindront à Zelensky pour rencontrer Trump lundi. Autre truc qui est intéressant dans la rencontre d'hier, c'est le chancelier Merz
qui a essayé... non, c'est Mark Rutte, le chef de l'OTAN, qui a essayé de reparler de cessez-le-feu comme étape obligatoire pour arriver à la paix, étape intermédiaire. Et Trump a dit non, 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 non. On n'en a pas besoin. J'ai négocié 6 paix cette année. Je veux mon prix Nobel de la paix. Tu vas pas me faire chier mon processus avec le tsar. On s'en fout de ton cessez-le-feu. Heureusement pour Mark Rutte, il n'a pas renchéri comme Zelensky au début du mandat de l'empereur. Mark Rutte a compris que quand le tsar parle et te contredit, tu ne le recontredis pas. Calme-toi, papillon. Il a compris. Donc c'est ça. Vous avez vu dans le montage, premier meeting, Zelensky-Trump, début d'après-midi. Hier, début d'après-midi. Je l'ai regardé, presque en direct. J'étais 20 minutes en retard. Je faisais ma petite sieste. Autre fait intéressant, Zelensky a entendu la critique de sa première visite avec l'empereur Trump. Yo, qu'est-ce que tu fais en doudoune? Qu'est-ce que tu fais en t-shirt? Mets un costume, tabarnak! Donc, Zelensky a mis un costume et les médias et Trump ont souligné à quel point il était beau cette fois-ci. Donc, ça, c'est très important à comprendre c'est quoi le retour des empires. Hein? C'est pas pour rien la baronnie rochdéenne. La baronnie rochdéenne, c'est un symbole des temps. Le retour au Moyen-Âge et le retour des empires. Donc, vous voyez ici le meeting des pays européens. Il y avait aussi Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, non élue en chef. Ensuite de ça, il y avait Giorgia Meloni qui croisait les bras en roulant des yeux à chaque fois que les partenaires européens parlaient, ouvraient la bouche. Et quelque chose d'intéressant qui est passé inaperçu. Il y aurait le boss de la Finlande, premier ministre, je pense. J'essaie de le retrouver. Le boss de la... Ben, tabarnak. Je l'ai pas. Mais en tout cas, donc le boss de la Finlande, il a expliqué que il fallait une solution particulière avec la Russie. Fallait être tough. Et les Finlandais avaient été tough avec les Russes en 1944. Et là, il y a quelqu'un qui a analysé ça. Il a dit, hey, minute papillon, là. En 1944, les Finlandais se sont alliés. Ils étaient alliés avec Hitler. Puis juste avant de perdre la guerre, se sont désalliés d'Hitler pour s'allier avec les Russes et négocier leur propre paix avec les Russes. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut qu'on renégocie avec les Russes? Donc, des fois, il y a des politiciens qui comprennent pas c'est quoi leur référence historique. Donc, est-ce que le boss finlandais est en train de dire qu'il fallait être tough avec les Russes dans le temps qu'ils étaient alliés avec les nazis? Faire la guerre avec les Russes pour être en position de supériorité? Ou ben non, est-ce qu'il fallait retourner le dos aux Ukro-nazis, hein, aux Ukrainiens nazis, et s'allier avec les Russes de 2025 comme on a fait en 44-40? Je sais plus! On le sait plus! On le sait plus! Donc, le bulldog du tsar, Dimitri Medvedev, la coalition va-t-en-guerre anti-russe, a raté la game à la Maison-Blanche. C'était le commentaire du bulldog du tsar. Vous avez perdu, chers partenaires européens qui veulent la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Donc, ici, on a un dude qui a enquêté sur le renseignement par signaux, Signal Intelligence, donc tout ce qui est radio, ondes, satellite, ça rentre là-dedans. Et il semblerait qu'une des raisons pourquoi on a une baisse drastique des morts russes, c'est donc une totale domination au niveau du renseignement par signal. Et
deuxièmement, le retour de la forêt depuis le début du printemps a donc handicapé totalement les contre-attaques par drone ukrainiens. Donc, c'est terminé. Jusqu'à l'hiver, les Ukrainiens sont plus capables de contre-attaquer avec des drones. Et les Russes ont beaucoup développé leur stratégie de guerre par drone. Ensuite de ça, dans la dernière semaine, nouvelle escalade, les Azeris, ça c'est l'Azerbaïdjan, ont eu leurs opérations affectées en Ukraine. Donc, ce sont des partenaires au niveau du développement pétrolier en Ukraine. Et donc, ils ont eu une série, au moins 2 attaques différentes. Et le terminal pétrolier de Odessa, où il y a des raffineries et beaucoup de stocks, aurait été touché. Donc, gros détail important. Parce que dans cette alliance Ukraine-OTAN, il y a aussi les Azeris et les Turcs, qui sont donc en opposition directe aux Perses. Et donc, ils sont alliés aux Israéliens sionistes. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je prends un petit détour? C'est parce qu'aujourd'hui, le focus, c'est le rojdisme contre l'opposition contrôlée. Qui est l'opposition contrôlée? Ça, c'est un gros dilemme. C'est une question que tout le monde se pose. Même les influenceurs se la posent entre eux. Ouais, lui, il est-tu de bonne foi? Lui, est-tu de mauvaise foi? Lui, c'est quoi? Il est-tu volatile, comme dirait André Pitt, en parlant de Mathieu Lévesque? Est-ce que c'est un vrai chrétien? Est-ce que Yann Rochdy a réellement la foi? Hein? Tout le monde se pose des questions. Est-ce que je veux vraiment brûler la DPJ? On le sait pas. On le sait pas, selon le narratif du rojdisme débridé. Donc, oui. Qui est l'opposition contrôlée? L'opposition contrôlée est en priorité sioniste. 100%. Si tu veux savoir si quelqu'un est de l'opposition contrôlée, tu lui poses la question d'Israël. C'est comme si tu veux savoir si c'est un communiste, tu lui poses la question sur Cuba. Qu'est-ce que tu penses de Cuba? Si t'aimes Cuba, t'es un communiste. On pourrait poser la question aussi avec le Venezuela. La révolution bolivarienne. Mais, donc c'est ça. Est-ce que t'es un sioniste? Opposition contrôlée. Opposition contrôlée. Première question à poser. C'est la question passe-partout. Donc, c'est à ça que ça avait l'air, l'explosion des raffineries à Odessa. Les raffineries Azeri. Toujours dans la guerre en Ukraine. Donc, un autre attentat à la bombe piégée dans le pont de Crimée. Cette fois-ci, dans une batterie de Chevrolet Volt. 130 kilos d'explosifs qui ont été trafiqués dans ton char électrique, mesdames et messieurs. Donc, moi, c'est terminé. C'est terminé. Faut que tu fasses attention à qu'est-ce que tu achètes maintenant avec les batteries lithium-ion. Je veux dire, ils sont rendus à foutre des bombes dans des Padgett et des bombes dans des batteries de chars électriques. Le Moyen-Orient est sur le point d'exploser. John Mearsheimer, qui est d'accord avec moi, parce qu'il se passe pas mal de choses. Trump's bombing of Iran make the Middle East more stable or more volatile? I think it made it more volatile. I think it has dragged us into the war, into a war with Iran, which is a very dangerous situation. The Biden administration, much to its credit, avoided fighting a war against Iran. I think what Netanyahu wants to do is make sure there is no ceasefire. Certainly. Donc, c'est qui en parlait le premier? C'est moi. Je vous expliquais en long et en large que la guerre, c'est la guerre. C'est pas la guerre, c'est la paix, comme dit Alexis Cossette-Trudel, au niveau des bombardements des installations de développement nucléaire perse, iranien. Donc, le Moyen-Orient est très volatile par les temps qui courent. Et ajoutons à cela
une analyse plus en profondeur de ce que je vous ai de ce dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et là, j'ai pas le bon vidéo. J'ai pas le bon vidéo. Je vais aller le rechercher. Adam King. J'ai fait une erreur. Je vais faire une correction. Je vais faire une correction sur mon épisode de la semaine passée. J'avais compris qu'il y avait eu 5 génisses rouges de sacrifiés. Et donc, j'ai réécouté le clip. J'étais un petit peu distrait. J'étais en train de gamer quand je l'ai écouté la première fois. Donc, en direct à l'émission de Tim Pool, tu as Adam King qui est revenu d'Israël avec des photos, des vidéos et des preuves. Donc, la petite poudre blanche et un autre truc du sacrifice de la génisse rouge. Donc, l'affaire, c'est qu'il y a 21 génisses rouges qui sont nées cette année. Il y en a 7 qui ont été envoyés en Israël. Il y en a 2 qui sont impurs. Il y en a 5 donc qui sont purs. Et là, l'idée, c'est qu'ils ont fait croire au monde qu'ils allaient prendre une des impures pour faire un test run du sacrifice de la génisse rouge. Et en fait, ils en ont pris une des 5 pures qui s'appelle Takvi, quelque chose comme ça. Et donc, le premier sacrifice d'une génisse rouge depuis très longtemps a été fait officiellement le 1er juillet 2025. Donc, il y a 6 semaines. Et là, t'as beau me dire, oui, l'Institut du Temple de Jérusalem n'a pas authentifié, validé le sacrifice. Le sacrifice était rituel. Le sacrifice a été fait par le spécialiste du sacrifice. On a suivi tous les trucs dans la Bible. Et il se promène avec de la petite poudre pour donner des doses. Et les gens revendiquent avoir eu des miracles depuis 6 semaines. Donc, même si toi, tu dis que ta source, l'Institut du Temple de Jérusalem, ne revendique pas officiellement que le rituel était valide, ben le peuple le revendique. Et au niveau de la religion, au niveau des rituels et sacrifices rituels, au niveau du pouvoir religieux, il n'y a pas de validation. Le monde suit ou le monde ne suit pas. Et en l'occurrence, le monde suit. Donc, même si tu dis telle source ne dit pas que la génisse était pure, on s'en fout. Même si elle était pas impure, présentement, il se passe quelque chose comme si elle était pure. Donc, c'est un meurtre rituel sacrifice qui a été fait d'une génisse rouge et c'est fait pour continuer la création de l'Empire du Grand Israël. Donc, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. InfoWars and on the dissident right media for the longest time, the Jew hate media. Yeah, do you have my tweet that I actually put on my... Yes. So I basically, what happened, if you want to go to the first slide first before we play the video, about a month ago on July 1st, that one, right? There was an announcement that they were going to do a practice run of the red heifer. And prior to this, the media outrage that the Jews were going to go do this red heifer, you had like these lunatics like Stu Peters and others who were saying, this is going to usher in the Antichrist, blah, blah, blah. And it was like a real big media balagan. It was really a bad twist. So they said that and also the government wasn't going to let them. So what they did was they said, we're just going to do a practice one with one of the 5 disqualified cows. The government said, okay, whatever. They ended up going out, doing a real cow. One of the cow's name was Tikva. They made the offering, and it was a real offering. They did it all by the laws, and I have with me some of the ashes right here, red heifer ashes. It's pretty incredible. The red heifer, the last time that the red heifer was done was over 2,000 years ago. The first time it was done by Moses. The second time it was done by Ezra from the book in the Bible. And that shows you how long the ashes can last for. So a pure red heifer doesn't come about
all the time. And in this generation, we had 21 of them that were born. Pure. Pure. They picked 7 to bring to Israel. And out of the 7, Israel only allowed them to have 5 brought in. And they've been sitting around just doing nothing because the media outrage has been so astronomical about it. But the red heifer people, they fooled everybody, and they successfully performed the ritual about a month ago. Now, in the ritual, you're supposed to have hyssop. I have also hyssop. Donc, ça, c'est la deuxième preuve. Ça, c'est donc du matériel de rituel. Donc, comme quand tu fais de la magie, ça te prend des bougies, puis des cristaux, puis des trucs comme ça. Ton cercle kabbalistique, ben, ça te prend ça pour faire tes rituels. Ritual, and also the red heifer ashes, and these get put into a clay jar and then sprinkled on people in a healing ritual, and it removes the impurity of death and allows for people to heal. So since this started, they have been sprinkling on people. There was a man with Alzheimer's who just started remembering everything, sight to the blind. There's some real miracles that have happened in the last month since this thing has gone down. But the ashes, just like I have a little bag, there was 10.5 gallons of ashes. And this is only a dime bag full. And these ashes have been disseminated. They're here to stay. They will never be found. So many people have them. And this little bag can power about 10,000 doses. Power about it said that makes it sound like really potent cocaine. It packs a punch, yeah. This is the stuff right here. Test man. it for fentanyl. This is the but we could go smoke this after the show, but no, I'm just kidding. Come back from the dead after you do something like that. But I have a video from the ritual, and if you want to play it, I don't know if it has copyrighted music. Can you slide it so people could see the slide? So these are the slides of the actual ceremony being taken place, and that's tikva. And everything was done specifically according to halacha, which is Jewish law. It was a perfect cow, and meaning that it doesn't have a single hair that is not red. And also, it could never have been burdened with work. So you can't even lean a shovel up against the cow. They have to be treated in a very specific way for their whole life. And then the person who does the ritual can never have been in contact with death. So basically, they're not allowed to go to. They have to be of a specific bloodline. And what they do was they raise these children in like these elevated homes above the ground. And they never leave the home until they're ready to do the rituals. And that's like how they never come into contact with death. So the priest who did this literally lived in his home for over 20 years before he... Never left? Nope. Because he was born to do this ritual. Wow. And now that it's been done, the Messiah can come. Et voilà. Et la prochaine étape, c'est donc le changement de régime de l'Empire perse pour, comme dit Alexis Cossette-Trudel, que Israël ait des tout petits bouts de territoire juste pour être sécure. Juste prendre des petits bouts de territoire. Juste des petits bouts de territoire. Donc, pendant ce temps, la guerre secrète en Iran continue. Donc, l'Empire perse qui contre-attaque contre les sionistes et leurs alliés, les chrétiens évangélistes qui sont aussi sionistes, les idiots utiles du sionisme, l'opposition contrôlée au sein des chrétiens. Donc, des gens qui se disent qu'en appuyant ces histoires de sacrifices, puis de temple, troisième temple de Jérusalem, puis de la mosquée de Al-Aqsa détruite, que c'est un tour qu'on joue aux sionistes. Nous, on le sait que le Messie qui va arriver, c'est le retour de Jésus. Eux, ils ne savent pas encore. Donc, c'est ça. C'est le pari. C'est un peu comme le pari de Pascal, mais des chrétiens évangélistes. Ensuite de ça,
cette guerre secrète, on continue à avoir de la diplomatie qui se fait. Communiqué de presse officiel du roi Mohammed VI du Maroc, où je pourrais devenir un seigneur, un sultan qui fait serment d'allégeance au roi. Je pourrais faire ça. Je suis à moitié marocain. Mais donc, le roi Mohammed VI qui défend le peuple de Gaza, qui est en train de vivre un génocide. Donc, il continue à envoyer de l'aide humanitaire. Et donc, un autre communiqué de presse pour supporter les Gazaouis dans cette guerre-là. Et au niveau de l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, l'Arménie, on a une guerre de pipeline et de corridors énergétiques, commerciaux qui est en train de se préparer. Une partie de la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient va continuer là. Parce qu'on rappelle que dans le Haut-Karabakh, il y a eu un conflit pendant la COVID. Donc, ça va revenir. Donc là, on est dans ce corridor dont je vous ai parlé la semaine passée. C'est le corridor de... Je me rappelle pas trop. Zergouyan, quelque chose de même. Je l'ai quelque part. En tout cas, ça commence par ZUR, me semble. Et donc, Zangezur. Le corridor Zangezur, c'est donc la paix que Trump aurait négociée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour être capable de construire une série d'infrastructures commerciales, pétrolières, pour rejoindre, donc c'est ça, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie, et ensuite de ça avec Israël, tout ça pour finir aussi en Europe. Tout ça pour finir aussi en Europe. Et là, on aurait eu donc une contre-attaque. Les Perses qui ont essayé qui ont comme entamé un blocus quelque part dans le corridor de Zangezur. Donc là, il y a des truckers qui ont été pris en otage sans ressources, sans essence et sans eau. Et là, j'ai un tweet qui a disparu. Ça arrive, ça. C'est des choses qui arrivent. Ensuite de ça, la Croatie, l'Albanie et le Kosovo qui planifient des achats d'armes. On est toujours dans la même région, juste un petit peu plus au nord. Ouais, c'est ça, juste un petit peu plus au nord. Nord-ouest. Ensuite de ça... Ah! Ça, c'est bon, ça. Un média qui s'appelle NZZ. Lettre de l'éditeur Marco Seliger, qui est ancien représentant de Heckler & Koch, qui appelle les Allemands à être forcés dans le service militaire. Donc, est-ce que vous entendez le bruit des bottes? C'est ce matin que c'est sorti, ce tweet-là. Donc, des petits éditoriaux d'Européens qui s'en vont se mobiliser. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, Yanis Varoufakis. Ça, c'est un gauchiste, mais c'est un gauchiste qui comprend c'est quoi un empire. Parce qu'il a subi, dans la crise de 2008, pour les Grecs comme ministre de l'économie, il a subi le sort d'un dissident, d'un empereur. Donc, The Global Minotaur, ça c'est dans son livre, il a argumenté que depuis 1971, les États-Unis font exprès d'augmenter leur déficit pour que les capitalistes étrangers produisent des produits, envoient les produits aux États-Unis à rabais, et après ça, envoient leur profit dans les banques et dans l'immobilier et dans les bons du trésor américain. Et donc, tout le monde est content. Donc, le système de mondialisation était fait comme ça. Et là, donc, c'est ça. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train de comprendre dans les médias mainstream, comme Karl Rove ici, qui revendiquent ouvertement, oui, les États-Unis sont en train de fonctionner comme un empire sous la gouverne de Trump, Trump version 2.0, Trump version néoconservatrice sioniste.
Dang Wang, ça c'est point de vue plutôt chinois. Donc, je vous donne des points de vue différents qui confirment ce que je dis. Les États-Unis sont devenus une race d'avocats, tandis que les Chinois, c'est une race d'ingénieurs maintenant. Donc, au lieu de construire des choses depuis 60 ans, on a envoyé nos enfants à l'université pour apprendre rien. Tandis que les Chinois les envoient dans les écoles d'ingénierie pour construire des affaires de plus en plus compliquées. Et on a raté. Ça fait 2 générations qu'on rate. À cause de ça. Minimum. Et on va peut-être rater la 3e. Donc, toujours au niveau des opérations d'ingérence étrangère en sol canadien. Donc, on a des mises en accusation de corruption de politiciens au Mexique, avec des liens avec les cartels de pétrole et de vendeurs de drogue. Tout ça est lié. Tout ça est lié. Donc, des brokers mexicains, des cartels de drogue mexicains. Donc là, les brokers mexicains envoient du cash aux cartels. Les cartels envoient les précurseurs de drogue. Après ça, donc, on a des importateurs américains qui vont ou bedon commander les produits des brokers mexicains ou bedon d'un troisième un autre sous-traitant, genre le Canada. Et dans ces transferts de drogue, il y a aussi du pétrole. Ah, parce que là, c'est juste du pétrole. On parle même pas de la drogue ici, là. On parle juste du pétrole. Donc, les cartels mexicains envoient du pétrole à des importateurs américains et d'autres brokers à l'international envoient aussi du pétrole aux importateurs américains. Et probablement qu'une partie de ce pétrole-là ici, de third-party brokers, vient littéralement de la Russie. Donc, c'est ça. On a un réseau qui a été démantelé en lien, donc en plus avec le fentanyl qui trafique du pétrole probablement illégal de la Russie. C'est fou furieux. C'est fou furieux qu'est-ce qu'on découvre. Donc, d'autres super labs découverts en Colombie-Britannique. Ici, c'est le Vancouver Sun qui en parle. Donc, la Colombie-Britannique qui commence à utiliser la Civil Law Forfeiture qu'on appelle, donc saisir les biens des qui viennent, qui sont achetés avec le produit de la criminalité qu'on appelle en français. Donc, 3 propriétés de Mainland Properties qui ont été saisies. Un réseau de producteurs de fentanyl, 3 laboratoires clandestins dans la région de Vancouver. Ça, c'est encore une fois de la semaine passée. Donc, on voit ici quelques images des laboratoires, des Super Labs. 2000 grammes de MDMA, 5 kilos de fentanyl. C'est de la petite... C'est même pas un Super Lab. C'est juste un petit lab, ça. Les Super Labs, c'est des tonnes de précurseurs. Donc, ah oui. Déçu, je suis déçu. Je suis déçu. Ça, c'est drôle. Ça, c'est le coping de l'Empire du Milieu. Donc, les Chinois continuent à faire la guerre contre les Philippins dans la mer de Chine du Sud. Donc, c'est une guerre de bateaux. Et l'idée, c'est de faire peur aux bateaux. Donc, tu vas utiliser des canons à eau. Tu vas foncer dans les bateaux pour les couler de manière accidentelle. Et là, c'est ça. Donc, le vidéo de Global Times, média qui est pro-chinois, là, il laisse penser que c'est les Philippins qui ont fait une manœuvre dangereuse qui a causé l'avarie chinois. Vous voyez, ça coupe juste avant là. La vidéo, c'est juste le début. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Pas juste moi qui en parle. La BBC en a parlé la semaine passée. Donc, j'ai la vidéo. Le vrai vidéo, c'est donc, là, vous voyez le gros vaisseau chinois. Puis ici, c'est le petit vaisseau philippin. Et là, il est chassé. Là. Il se fait chasser. Le vaisseau philippin, il y a des canons à eau.
Là, évidemment, c'est de la petite guérilla. On joue comme aux auto-tamponneuses. Sauf que c'est une auto-tamponneuse qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars minimum. Donc là, c'est ça. Là, les Chinois, ils se rapprochent. Oh! Là, c'est ça. Là, il fait un virage comme ça. Et là, vous allez voir quelque chose qui va arriver dans pas long, là. Un autre bateau. Oh! Un plus gros bateau chinois. Parce que c'est pas un bateau philippin, c'est un autre gros bateau chinois. Et là, le bateau chinois a rentré dans l'autre bateau chinois. Le moyen bateau chinois a rentré dans le gros bateau chinois. Et donc, il va falloir ressouder pas mal une grosse partie vous voyez, le bateau chinois, il a mangé une crise de volée. Donc, ça va pas bien. Ça va pas bien, le pauvre petit chinois. Donc, c'est le niveau présentement de tension autour de ce qu'on appelle la ligne en 9 traits. La ligne en 9 traits. Quoi c'est ça, Yann Rochdy? Faisons une recherche en direct. La ligne en 9 traits. Également la ligne en U, la langue de bœuf. Démarcation indéfinie utilisée par la Chine pour revendiquer une vaste portion de la mer de Chine méridionale. Parce que la Chine est un pays enclavé. Et donc la ligne en 9 traits part de Taïwan et termine ici à peu près. Un peu après les îles Sparkly. C'est-tu là? Non, ouais, c'est ça. Et après ça, ça remonte le long de la côte du Vietnam jusqu'à Macao. Non, pas Macao, c'est quoi ça? C'est l'île de Hainan, dans le golfe du Tonkin. Donc, c'est pour désenclaver l'Empire du Milieu, parce que l'Empire du Milieu a, pour sortir de cet endroit-là, la mer de Chine du Sud, l'Empire du Milieu doit contourner les Philippines. Donc là, ils veulent raccourcir leur route pour pouvoir traverser et aller plus loin dans l'océan Indien par là. Donc, c'est les nouvelles routes de la soie. C'est la même guerre. C'est la même guerre mondiale avec les Ukrainiens. C'est la même guerre mondiale avec les Gazaouis, avec les Aziris. C'est la même guerre avec les Chinois, avec les Taïwanais. Nouvelles innovations de la Troisième Guerre mondiale, des guns automatiques anti-drones. Donc, vous voyez ça, donc la compagnie Centradel, c'est formidable. Donc, ça risque d'être quelque chose de très présent, ça. Donc, un peu comme des miniguns défensifs. Donc, un peu comme dans le film Le Chacal avec Bruce Willis. On veut donc se défendre contre les drones FPV à 500-5 000 $ chaque qui peuvent dégommer un tank. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Autre innovation. Donc, l'arrivée de Mad Max en Ukraine. Donc, un buggy avec une carabine lourde sur le top, un peu comme dans Mad Max. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, un autre modèle des Turtle Tanks russes. Les tanks avec des carapaces de tortue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, un autre véhicule léger avec très peu de blindage. On voit ici les motos avec des antennes anti-drones. Et donc, c'est quoi qu'on amène sur la ligne en priorité? Du gaz et de l'eau. Ensuite de ça, donc, autre innovation. Les Russes ont envoyé des vidéos officielles de leurs premières armes à laser. Armes comment on appelle ça? Des DEW, Direct Energy Weapon, qui ont été utilisées en Ukraine. Sur le front du Dniepr pour détruire des drones Baba Yaga probablement. Les drones qui sont un peu plus gros. Autre innovation, des escouades à trottinette. Des escouades russes à trottinette. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que l'idéal, c'est donc d'envoyer un drone à 500 $ pour dégommer
au moins 2-3 personnes. Une tranchée, un tank. Pour un, c'est pas tout le temps intéressant. C'est pas tout le temps intéressant. Et la rapidité avec laquelle les Russes passent quand ils sont en escouade motorisée comme ça fait que c'est très difficile pour les Ukrainiens présentement sur le front. Ensuite de ça, les Chinois ont lancé un nouveau type de drone, une arme intelligente. Smart Weapon. Donc, l'idée de ça, c'est que tu peux déployer un essaim de ces armes autonomes-là rapidement sur une petite frégate. Donc, ta petite frégate devient littéralement un drone carrier de Protoss dans StarCraft. Normalement, un carrier, un vaisseau mère, doit avoir un pont pour envoyer une flotte rapidement. Donc, mettons que tu veux un vaisseau mère d'hélicoptère. Tu veux avoir un pont qui a peut-être... Tu peux avoir l'équivalent de 20 hélicoptères en même temps qui vont décoller. Sinon, ça vaut pas la peine d'avoir ton vaisseau mère. C'est la même chose avec les jets. Ça te prend la capacité à envoyer 20-30 jets F-35 en 5 minutes, en 2 minutes dans les airs. Tu le veux rapidement. Ben là, ça, tu peux en envoyer 500 avec une petite frégate rapidement. Et là, l'idée, c'est que ces trucs-là peuvent voler pendant plusieurs... c'est-tu plusieurs minutes, plusieurs heures? Je sais pas. On n'a pas la durée de vie. On n'a pas la durée de vie, mais l'idée, c'est que ça pourrait donc rester dans les airs et être utilisé en temps réel avec la reconnaissance sur le terrain. C'est ça. Donc, nouvelle innovation. Donc là, on est rendu où? On est rendu à la chronique économique. Guerilla X, le focus sur l'opposition contrôlée contre le Rush 10. Très important de supporter le Rush 10. Envoyez des super chats si vous voulez avoir une chronique les sorcières de la semaine. Envoyez 5$ via YouTube ou bedon via Interact, yann.rushdi@gmail.com, tout en minuscule, yann.rushdi@gmail.com. Vous pouvez envoyer des dons via aussi yannrushdi.com. Vous cliquez sur faire un don, vous pouvez vous abonner, 5$ par mois, ou vous pouvez choisir vous-même le montant du don. Vous pouvez vous abonner à mon infolette, gratuite ou payante, yannrushdi.substack.com. Si vous vous abonnez 5$ par mois, vous allez avoir accès au contenu qui sera après le paywall, après la fin du direct tantôt. Ici, la manière gratuite, vous allez recevoir c'est quoi les podcasts que j'ai faits dans les derniers jours, la dernière semaine, avec les liens. Ça, c'est de manière gratuite. Venez vous abonner sur Rumble. Aidez-moi à atteindre 1000 abonnés pour que je puisse mettre le paywall sur Rumble. Ensuite de ça, venez vous abonner sur TikTok pour que je continue à me rapprocher du 1000 followers pour faire des lives. Très important. Les invasions de TikTok continuent. Hein? Si vous voulez que je fasse une invasion TikTok, ce vendredi, envoyez des dons. Ça me tenterait. Essayez un vendredi soir plutôt qu'un samedi. Ça pourrait être intéressant. Envoyez des dons via Buy Me a Coffee. Ça utilise Stripe comme yannrushdi.com, comme Substack, comme Rumble. Donc Stripe, c'est sécurisé. Et donc, très important. Donc, on se rejase dans 9 minutes. On commence la deuxième partie de l'émission avec la chronique économique, Guerilla X et l'opposition contrôlée contre le Rush 10 dans 9 minutes. Donc, ce Trump a stabilisé la région avec les frontières. Comme toutes les personnes qui ont été inoculées à 5 doses et plus pendant la COVID. J'espère que vous avez apprécié ce contenu unique au Québec. Toujours le temps d'envoyer des super chats, des dons pour aider à financer le Rush 10. J'ai donc mon iPhone à payer et la facture vient d'arriver. J'aimerais ça avoir l'abonnement annuel pour faire des clips avec Opus Clip pour recommencer à mettre des clips sur TikTok. J'ai les invasions TikTok.
Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Passez une belle soirée. On se voit jeudi pour la nouvelle Inquisition. On se voit peut-être genre samedi ou dimanche pour les dernières parties des Routes de la Soie. Et abonnez-vous à mes plateformes Rumble, TikTok, Substack, yanrushdi.com. Bonne soirée tout le monde et merci pour vos donations ce soir. Au nom du narratif du rushdisme débridé, l'acteur Yann Rushdie et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en technion. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rushdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rushdisme n'a pas d'opposition, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les mystères, et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te dépousser, te racketter, te faire peur, tu lui crises une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du